Le quartier d'El Darb El Ahmar est l'un des plus anciens quartiers de la zone historique du Caire. Il abrite 65 monuments islamiques, ainsi que la mosquée de l'Azhar. Le quartier d'El Darb El Ahmar est un mélange d'histoire islamique et archéologique ancienne. Il renferme aussi de nombreux objets d'artisanat et d'art contemporain que l'on n'aperçoit que dans quelques zones. Les marchés de ce quartier se caractérisent par les anciennes industries et l'artisanat. Le quartier abrite près de 200 monuments, dont la plupart sont enregistrés auprès du ministère des Antiquités et d'autres non enregistrés. Parmi ces antiquités, il y a plusieurs mosquées, maisons, palais historiques, mausolées et sabiles ou fontaines. La ruelle de Darb El Labana témoigne de l'une des périodes les plus importantes de l'histoire de l'Égypte. Elle témoigne d'événements de l'époque de Mohammed Ali Pacha, dont le quartier d'El Qala, ou la citadelle, qui a été réaménagé au cours de la période suivante pour devenir une attraction touristique historique. Une fois que le visiteur arrive à la ruelle, il aperçoit les bâtiments de caractère islamique, en plus de nombreuses antiquités, telles que le musée de la maison de l'architecture égyptienne et le Bimaresta, menant vers l'un des monuments les plus connus de l'époque mamelouk circassienne, et l'escalier rouge sur lequel a coulé le sang des Mamelouks pendant le massacre de la citadelle, raison pour laquelle l'escalier a pris ce nom. Il y a aussi la Mosquée Rouge et Tekayet El Bostami,
consacré depuis le XIIIe siècle aux pauvres parmi les Agames étrangers. La Tekiyyat el-Bostami a joui de l'intérêt du roi El-Nasr Mohammed ibn Qalaoun, puis de celui d'El-Zahir Jaqman. Elle a réalisé ses objectifs pendant près de 90 ans. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et comme chaque vendredi, nous allons vous présenter les nouvelles les plus importantes qui ont eu lieu en Égypte durant la semaine passée. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du vendredi 1er novembre 2019, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inauguré la conférence mondiale des radiocommunications 2019 à Sharm el-Sheikh. Selon le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, la conférence est organisée par l'UIT, Union internationale des télécommunications, issue de l'ONU. Les détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayaché.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la conférence mondiale des radiocommunications 2019 à Sharm el-Sheikh. La conférence est organisée par l'Union internationale des télécommunications issue de l'ONU. Ont participé à l'inauguration le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des télécommunications et de la technologie de l'information Amr Talat, ainsi que plusieurs ministres et hauts responsables de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance de la conférence mondiale des radiocommunications qui reflète, selon lui, l'évolution et la progression de la civilisation humaine. Dans son discours lors de la séance inaugurale de la CMR, le chef de l'État a salué l'insistance, lui souhaitant la bienvenue en Égypte et à Sharm el-Sheikh, ville de la paix, soulignant que le dernier spectacle du théâtre diffusé lors de la conférence constitue une grande source d'inspiration et révèle les étapes de l'évolution et du développement de l'humanité à travers les diverses époques. Vivant cette évolution, nous l'acceptons non en tant que défi, mais en tant qu'une évolution humaine avec laquelle nous interagissons positivement pour en profiter des côtés positifs et relever les défis en résultant, a fait noter le président, appelant tous les participants à la conférence à profiter de leur présence à Sharm el-Sheikh pour jouir du beau temps. La conférence mondiale des radiocommunications a pour tâche d'examiner et de réviser le règlement des radiocommunications, traité international régissant l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires. L'Égypte préside cette conférence en tant que pays hôte. Plus de 3500 participants de 140 États et plus de 50 ministres et vice-ministres des télécommunications de divers pays du monde prennent part à la conférence qui se tient pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'UIT à Genève. Le temple d'Hatchepsout, situé sous les falaises de Dir el-Bahari, sur la rive ouest du Nil, près de la vallée des Rois, a hébergé lundi soir les spectacles de clôture de l'opéra Aïda en présence de nombre de stars mondiales, des dirigeants européens et arabes, des princes et des ambassadeurs de par le monde. Voyons ensemble ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayash. Le temple de Hatshepsut, situé sur les falaises de Deir el-Bahari, sur la rive ouest du Nil, près de la vallée des Rois, a hébergé lundi le spectacle de clôture de l'opéra Aïda, en présence de plusieurs stars mondiales, des dirigeants européens et arabes, des princes et des ambassadeurs par le monde. Le gouverneur de Luxor, Mustafa Alham, s'est dit ravi de la reprise des spectacles de l'opéra Aïda, la considérant comme un pas vers le redressement du mouvement du tourisme à Luxor et affirmant la coordination avec les organes concernés pour sécuriser le parcours des hôtes du centre de la ville de Luxor jusqu'au temple d'Hatshepsut. Pour sa part, le président de la Chambre des entreprises de tourisme et de voyage à Luxor, Tharwat Agami, a déclaré que le spectacle de l'opéra Aïda constitue une étape pionnière vers la réalisation du tourisme durable, faisant état d'une vision à adopter pour que le spectacle d'Aïda soit un événement annuel sur l'agenda du tourisme mondial et une plateforme pour les arts et la culture. Aïda est une histoire éternelle qui se déroule dans l'Égypte ancienne et décrit l'amour et la trahison sur fond de guerre. La princesse éthiopienne Aïda a été retenue captive en Égypte. Elle est tombée amoureuse du commandant militaire égyptien, le général Radames, capitale de la garde, qui a été choisi pour mener une guerre contre l'Éthiopie. Aïda a été partagée entre son amour pour Radames et pour son pays. La performance est dirigée par Oksana Liniva, l'une des plus grandes chefs d'orchestre du monde et la première à porter le nom de directrice de l'opéra de Graz en Autriche. En outre, elle a dirigé de nombreuses représentations en Europe, notamment au Bavarian State Opera et au Grand Théâtre des Lycées de Barcelone. Le metteur en scène est Michael Sturm, connu pour ses mises en scène contemporaines uniques d'opéra et de pièces de théâtre classiques et contemporains. Les rôles principaux sont interprétés par la soprano Sai Kung Rim dans le rôle d'Aïda. Elle a étudié le chant au conservatoire Giuseppe Verdi de Milan et à l'Académie Teatro alla Scala avec Leila Genser. Radames est joué par Michael Spataccini, un ténor belge lauréat du prix Nikolai Gyorov en 2006, premier prix du concours d'opéra organisé au théâtre de Spa en 2007.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré mardi dernier au Caire le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas pour des entretiens axés sur les crises régionales ainsi que sur les relations germano-égyptiennes. L'ambassade allemande au Caire a annoncé que Maas se rend au Caire les 28 et 24 octobre pour des entretiens politiques. Selon la déclaration de l'ambassade allemande, les discussions ont porté principalement sur les questions régionales telles que la situation en Libye et en Syrie, ainsi que sur les relations bilatérales. L'Égypte est la dernière étape de la tournée de Maas en Afrique du Nord, qui comprenait également la Libye et la Tunisie. L'Allemagne veut organiser un sommet sur la Libye à Berlin cette année et espère que tous les principaux acteurs y participeront. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé le soutien de l'Égypte au rôle de l'ONU pour relever les défis mondiaux, notamment ceux concernant le développement durable, la protection de l'environnement, la lutte antiterroriste et le maintien de la sécurité et de la paix internationale. Il a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary DiCarlo, en marge de sa participation au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres du mouvement des non-alignés tenu à Bakou. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé l'engagement de l'Égypte à renforcer la coopération avec l'ONU, selon le porte-parole du ministère, Ahmed Hafez. Le ministre a souligné lors de cette rencontre l'importance des nombreuses rencontres déjà tenues entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette année, ainsi que du rôle de ces rencontres pour approfondir l'entente en ce qui concerne les défis urgents auxquels sont confrontés l'ONU et le monde, a ajouté M. Hafez. Ces rencontres, dit le ministre, ont également contribué à affirmer la priorité accordée par l'Égypte à l'instauration de la stabilité dans les zones des conflits et des crises dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, dont la Libye, la Syrie, le Yémen, l'Irak, le Liban, la Corne de l'Afrique, le Sahel et la région des Grands Lacs en Afrique. M. Shoukry a également affirmé que l'Égypte accordait une priorité au renforcement du partenariat entre l'ONU et l'Union africaine pendant la présidence égyptienne actuelle de l'Union africaine, soulignant que l'Égypte aspire à couronner sa présidence de l'Union africaine par la tenue du premier forum d'Aswan pour la paix et le développement durable prévu les 11 et 12 décembre pour que cet événement devienne comme une plateforme visant à réaliser une harmonie entre les efforts régionaux et internationaux déployés pour soutenir les priorités africaines. Pour sa part, Mme Rosemary DiCarlo a tenu à savoir la vision du chef de la diplomatie égyptienne sur certaines questions régionales dont la cause palestinienne, la Libye, la Syrie, le Soudan, ainsi que le développement dans les négociations sur le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie, a noté M. Hafez. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé impératif d'accorder la priorité aux investissements permettant la création de nouveaux emplois pour les citoyens, notamment pour les jeunes, à l'amélioration de la productivité et au développement des capacités de la main-d'œuvre égyptienne, notamment dans les domaines des technologies modernes et des télécommunications. Le chef d'État s'est réuni samedi dernier avec le Premier ministre Moustapha Medbouli, les ministres de la Planification Haïla Saïd et des Finances Mohamed Maït, le vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmed Kojak et le directeur exécutif du Fonds souverain d'Égypte Ayman Selimen. La réunion a porté sur les indicateurs économiques, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Razi. La ministre de la Planification a indiqué que le taux de croissance du PIB, produit intérieur brut, avait atteint 5,6% durant l'exercice financier 2018-2019, son plus haut niveau depuis 11 ans, malgré le ralentissement de l'économie mondiale. La contribution des exportations et des investissements nets à la croissance en 2018-2019 a atteint 80% selon la ministre, qui a ajouté que le taux de chômage a baissé de 13,4% en 2013, son niveau le plus haut à 12,4% en 2016, soit au début du programme de réforme économique.
La baisse du chômage s'est poursuivie grâce aux efforts positifs de la réforme économique, a-t-elle insisté, indiquant que le taux de chômage atteint 7,5% au deuxième trimestre de l'année en cours, soit inférieur à 8,9% enregistré en 2010. Le porte-parole de la présidence a ajouté que la réunion avait également porté sur la stratégie d'action du Fonds souverain d'Égypte. Le directeur exécutif du Fonds souverain égyptien, Ayman Slimane, a expliqué que le fonds visait à établir de nouveaux partenariats avec le secteur privé local et étranger afin d'accroître la contribution du secteur privé à l'économie et de maximiser son rôle dans la croissance économique. Le taux de chômage en Égypte a atteint son plus bas niveau depuis 30 ans, enregistrant 7,5% au deuxième trimestre de 2019 contre 9,9% en 2018, a indiqué le centre de presse du Conseil des ministres dans une infographie publiée samedi dernier sur les réseaux sociaux. Ce recul s'explique par la mise en œuvre de 9039 projets par l'État pendant la période de juillet 2014 à décembre 2018 avec un coût de 2,1 trillions de livres égyptiennes, a indiqué le centre. Le volume des investissements publics et privés a augmenté pour atteindre environ 942 milliards de livres égyptiennes en 2018-2019 contre 721 milliards de livres égyptiennes en 2017-2018 et 514 milliards de livres égyptiennes en 2016-2017 selon l'infographie. Le ministre du Pétrole, Tariq El Molla, a examiné avec le président de la compagnie pétrolière libyenne National Oil Corporation NOC, Mostafa Sanala, également ministre par intérim du pétrole, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines pétroliers et gaziers et la participation des compagnies pétrolières égyptiennes à la relance du secteur pétrolier libyen. L'Égypte soutient les efforts libyens visant à relancer l'industrie pétrolière dans le cadre de la coopération permanente et des relations de voisinage liant les deux pays, a affirmé M. El Molla, soulignant que le secteur du pétrole est prêt à participer de manière efficace à la restructuration de l'infrastructure pétrolière et gazière en Libye. Les compagnies du secteur pétrolier sont prêtes à participer au projet dont la Libye a besoin et à présenter toutes les expériences et techniques pour aider la Libye à atteindre ses objectifs de production, ajoute M. El Molla, cité par un communiqué du ministère du Pétrole. De son côté, M. Sanala a affirmé que la Libye attendait avec impatience la participation des compagnies pétrolières égyptiennes à la restructuration de l'infrastructure du secteur pétrolier libyen et souhaitait tirer profit des expériences égyptiennes dans la conception des projets, la mise en œuvre des travaux de construction et la maintenance des installations pétrolières. L'Égypte est le premier destinataire d'investissements étrangers directs IED en Afrique durant le premier semestre de 2019 avec un montant de 3,6 milliards de dollars, indique la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement UNCTAD dans son rapport publié lundi dernier. Le flux d'IED en Afrique au cours de ce semestre se chiffre à 23 milliards de dollars, marquant ainsi une baisse de 2% par rapport à la même période en 2018, ce qui n'a pas empêché l'Égypte de garder son statut de premier destinataire d'investissements étrangers dans le continent, fait remarquer l'UNCTAD tout en mettant en exergue le programme réussi de réformes économiques mis en œuvre par le gouvernement égyptien ayant favorisé l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et le climat des investissements dans le pays, notamment après les récents amendements législatifs entrepris. Le flux mondiaux d'IED ont atteint au premier semestre de 2019 près de 650 milliards de dollars, soit une hausse de 24% par rapport à la même période en 2018, selon l'UNCTAD, qui prévoit une hausse de ces flux, mais légère en raison des risques de guerre commerciale.
Le président de la Chambre de commerce du Caire, Brahim El Arabi, également président de l'Union générale des chambres de commerce, s'est entretenu avec l'ambassadrice de Cuba en Égypte, Tania Aguilar Fernandez, et l'attaché commercial cubain. L'entretien a porté sur la coopération en matière de commerce et d'investissement dans la période à venir, notamment dans le domaine des médicaments. L'Arabi a souligné la nécessité d'intensifier la coopération en matière d'échange et d'investissement avec Cuba dans le futur par le biais d'une coordination avec la Chambre de commerce du Caire et d'autres chambres de commerce dans le pays. L'ambassadrice de Cuba a pour sa part déclaré que son pays est prêt à renforcer sa coopération avec l'Égypte, en particulier dans le domaine des médicaments, soulignant que Cuba avait mis en place un certain nombre d'hôpitaux dans certains pays, notamment en Arabie Saoudite et en Algérie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion jeudi 24 octobre pour examiner le projet de création d'entrepôts logistiques intégrés pour les médicaments et les fournitures médicales en présence de la ministre de la Santé et de la Population Hala Zaïd, du ministre du secteur des Affaires publiques Hicham Tawfi et du directeur du complexe médical des Forces armées El Ghalaa, le major général Baha'eddine Ziden. Le Premier ministre a indiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi donne une grande importance pour ce projet dans le cadre des efforts de l'État visant à fournir des stocks stratégiques de médicaments et de fournitures médicales à tous les organismes gouvernementaux pendant une période allant de 2 à 4 mois et à éliminer toute pratique monopolistique dans ce domaine. Le Premier ministre a demandé aux parties concernées de se mettre d'accord sur la vision finale des étapes de la mise en œuvre du projet d'ici une semaine en vue de sa soumission au président de la République. La société italienne Eni a annoncé la découverte de concerts avec la société Bellam Petroleum, appartenant à la société égyptienne General Petroleum Corporation, des nouveaux puits de pétrole à Abourdis, dans le golfe de Suez, d'une production initiale de 5000 barils par jour. Eni a déclaré vendredi dernier dans un communiqué que le puits sera opérationnel dans les prochains jours, soulignant que les services totaux estimés pour la découverte du sud de la région d'Abourdis sont d'environ 200 millions de barils de pétrole. Le ministère du pétrole et des ressources minières avait annoncé en juillet dernier que la société Bellam Petroleum avait fait une découverte de pétrole dans la région d'Abourdis Sedri, et ce, après avoir creusé depuis d'exploration Sedri 23 et avait réussi à atteindre les couches profondes et découvrir une couche d'huile brute verticale de 35 mètres de roches sédimentaires et 65 mètres de calcaire. La bourse du Caire a clôturé lundi dernier en hausse plus 0,45%, dopée par des opérations d'achat menées par des institutions et des fonds d'investissement étrangers. La capitalisation boursière a gagné près de 2,3 milliards de livres pour marquer 716,5 milliards de livres égyptiennes. L'indice phare de la bourse GX30 a augmenté de 0,45% pour s'établir à 14 301,09 points, alors que le GX70 a clôturé en hausse de 0,48% pour finir à 533,24 points. Et le GX100 a enregistré le même taux de croissance pour s'établir à 1414,1 points. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec la ministre du Plan, du Suivi et de la Réforme administrative, Dr Hala Saïd, le ministre des Finances Mohamed Maït et la ministre de la Santé et de la Population Dr Hala Zaïd.
Lors de la réunion, les discussions ont porté sur le budget du ministère de la Santé et la fourniture des fonds nécessaires pour les divers projets. Cette démarche fait suite à une réunion organisée au début de ce mois par le Premier ministre avec la ministre de la Santé, au cours de laquelle il avait chargé Dr Hala Zeid de présenter un rapport détaillé sur les besoins financiers du ministère de la Santé conformément aux priorités afin d'assurer le financement nécessaire au projet du ministère. Le Premier ministre a affirmé lors de la réunion que le gouvernement accorde une priorité au dossier de la santé, soulignant que tous les fonds disponibles du budget seront injectés dans le secteur de la santé. La ministre a présenté les détails du plan d'investissement du ministère de la Santé pour l'exercice financier 2019-2020 et les besoins financiers nécessaires pour achever les projets et les initiatives. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a tenu dimanche dernier une réunion pour suivre de près l'état d'avancement du plan de développement de l'enseignement en présence des ministres de l'Éducation Tariq Chaoui, des Finances Mohamed Maïd et du vice-ministre de la Planification Ahmed Kameli et des nombres de représentants concernés. Il a chargé de former un comité mixte composé des ministères des Finances et de la Planification pour réviser les besoins financiers du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement au cours du second semestre de l'exercice en cours. M. Medbouli a souligné de nouveau que le dossier de développement de l'enseignement figurait en tête des priorités du gouvernement à la lumière des directives données par le président Abdel Fattah el-Sisi pour développer le niveau des services avancés aux citoyens, notamment dans les secteurs de l'enseignement et de la santé. Le GME, Grand Musée égyptien, a reçu lundi dernier 140 nouvelles pièces archéologiques venues du musée égyptien de Tahrir pour être exposées à l'inauguration du musée prévue fin 2020. Le directeur général des affaires archéologiques du Grand Musée égyptien, Al-Tayyib Abbas, a souligné que les pièces datées de la période pré-dynastique jusqu'à l'époque gréco-romaine. Ces pièces antiques ont été transférées sous la supervision du général Atif Moufter, le superviseur général du projet du GME et des environs, a indiqué le directeur général du département de la restauration et du transfert du Grand Musée égyptien, Issa Ziden. La décision de la Grande-Bretagne de lever l'interdiction des vols aériens vers la ville de Sharm el-Sheikh est un message fort sur la profondeur des relations bilatérales et le retour de la sécurité et la sûreté dans le pays. C'est ce qu'a déclaré mardi dernier l'ambassadeur britannique au Caire, Jeffrey Adams, dans une conférence de presse commune avec la ministre égyptienne du Tourisme, Rania al-Mashat. Cette décision est le fruit de l'étroite collaboration entre les experts de la sécurité aérienne en Égypte et au Royaume-Uni, relève l'ambassadeur Adams, mettant en avant les témoignages positifs des organisations internationales envers le tourisme et le voyage en Égypte. Près d'un demi-million de touristes ont visité l'Égypte l'année dernière et ce chiffre devrait augmenter après la levée de ces restrictions, indique le diplomate britannique, affirmant que le travail se poursuivait avec les responsables égyptiens pour assurer la sécurité des Britanniques qui reste une priorité pour Londres. Pour sa part, la ministre du Tourisme, Rania al-Mashat, s'est réjouie de la décision britannique, estimant que cela était le reflet de la bonne coordination et des relations distinguées entre les deux pays et leur direction. Et d'ajouter que cette demande n'avait pas seulement été formulée par la partie égyptienne, mais aussi par le peuple britannique qui connaît bien Sharm el-Sheikh, qui pour lui est une destination de prédilection. Malgré ces restrictions qui étaient imposées aux vols aériens, le nombre de touristes en provenance de la Grande-Bretagne a augmenté ces dernières années, se chiffrant à 415 000 rien qu'en 2018, fait remarquer la ministre du Tourisme. Mesdames et messieurs, fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain avec une autre équipe à la même heure. Merci pour votre fidélité.
Très bonne journée. Au revoir.